Bonjour! Dans les vidéos précédentes, nous avons vu différentes théories de la justice sociale, différentes théories qui permettent de guider la répartition des ressources d'une façon qui va être considérée comme juste et légitime. Et nous avons vu aussi les principes justement sur lesquels ces théories pouvaient s'appuyer. Alors soyons clairs et honnêtes. En réalité, en pratique, ces théories ont assez peu d'effets et sont assez peu utiles. Même si des responsables politiques vont être plus ou moins inspirés, plus ou moins proches d'une certaine théorie, ils ne vont jamais pouvoir l'appliquer de façon complète et cohérente, entre autres parce que, de toute façon, un parti politique qui arrive au pouvoir doit faire avec des institutions qui sont déjà en place. Il ne peut pas dire, bon ben voilà, je mets tout à zéro, et voilà ce que je voudrais faire, même s'il aimerait le faire éventuellement. Donc, des théories bien complète, bien construite comme celle qu'on a vue, notamment celle de John Rawls. Certes, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue philosophique, mais en pratique, ça a assez peu d'effet. À la limite, les principes qui sont derrière, par exemple les trois formes d'égalité, égalité des droits, égalité des chances, égalité des situations, notamment le débat qu'on a vu entre égalité des chances, égalité des situations, est plus intéressant et va plus facilement se retrouver dans les débats politiques. Alors, peut-être que vous allez me demander du coup, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Alors, déjà parce que c'est dans le programme, du coup j'ai pas trop le choix, mais aussi parce que ça permet quand même ce lien avec la philosophie politique et justement ces théories de la justice sociale, ça permet quand même de prendre de recul, et même si ça ne se retrouve pas forcément dans les réalités, se dire est-ce qu'il ne faudrait pas pencher dans plutôt telle ou telle direction. Quoi qu'il en soit. Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons maintenant nous concentrer sur l'aspect plus pratique, plus concret de la justice sociale et globalement les politiques qui sont mises en place pour lutter contre les différents types d'inégalités et pour assurer la justice sociale. Allez, c'est parti! Premier type de politique pour assurer la justice sociale, la lutte contre les discriminations. Alors on peut commencer par définir une discrimination comme une inégalité de traitement qui est uniquement due à l'appartenance, entre parenthèses réelle ou supposée, d'une personne à une certaine catégorie. Je répète, une discrimination est une inégalité de traitement qui est uniquement due à l'appartenance réelle ou supposée d'une personne à une certaine catégorie. En gros, pour essayer d'expliquer cette définition, il y a discrimination quand une inégalité de traitement ne correspond pas à une différence objective de situation. Vous traitez deux personnes d'une façon différente, parce qu'elles sont dans des situations objectivement différentes et que leurs situations différentes ont un impact sur la façon dont vous pouvez les traiter, mais uniquement parce que vous les percevez, à tort ou à raison, finalement c'est pas important dans ce cadre-là, mais vous les percevez comme appartenant à une autre catégorie, et du coup, vous traitez les personnes appartenant à cette catégorie différemment du reste de la population. Peu importe d'ailleurs au final quelle est la catégorie à laquelle vous pensez qu'elle appartient. Que ce soit fondé sur son genre, sur son orientation sexuelle, sur sa catégorie ethno-raciale, sur sa religion ou autre chose, vous voyez deux personnes qui devraient être traitées de la même façon et vous les traitez différemment, c'est une discrimination. Dans cette perspective, on comprend bien que les discriminations sont une atteinte à l'égalité des droits, puisque par principe, l'égalité des droits, c'est le fait de traiter tout le monde de la même façon. Petite précision cependant, on peut aussi éventuellement considérer comme une discrimination le fait de traiter de la même façon deux personnes qui sont dans des situations objectivement différentes. Par exemple, si pour accéder à vos bureaux, on ne peut utiliser que des escaliers, que ce soit une personne dite valide ou en situation de handicap, notamment en situation de handicap moteur, vous comprenez bien que vous traitez ces deux personnes de la même façon, vous leur proposez toutes les deux de passer par un escalier, sauf que du fait qu'il y a une personne qui est en situation de handicap moteur, en réalité c'est une discrimination envers cette personne et l'escalier exclut cette personne. La lutte contre les discriminations passe avant tout par l'application de sanctions envers les personnes qui en sont à l'origine. On comprend donc que le gouvernement et le Parlement sont responsables de la lutte contre les discriminations en établissant des lois qui vont condamner les discriminations et surtout le système judiciaire qui va être chargé ensuite d'appliquer ces sanctions. On peut cependant mettre en avant le rôle de la défenseur des droits, en l'occurrence Claire Hédon
depuis 2020 et au moins jusqu'en 2026, qui est chargé donc spécifiquement de la lutte contre les discriminations, alors que c'est pas la fonction, la mission précise du gouvernement, du Parlement ou du système judiciaire, et notamment qui va accompagner les victimes de discrimination, qui va éventuellement faire des enquêtes et qui peut aussi émettre des recommandations pour lutter contre les discriminations. Ces rapports et recommandations sont notamment utiles pour éviter ce qu'on appelle les discriminations indirectes. En gros, c'est la situation à laquelle j'ai fait référence un peu plus tôt, une situation où vous traitez de la même façon deux personnes qui sont dans des situations objectivement différentes. Et donc, en fait, la règle qui est la même pour tout le monde ne prend pas en compte les différences de situation de différentes personnes, de différentes catégories. La lutte contre les discriminations se heurte cependant à certains problèmes, rencontre certaines limites. Le premier de ces obstacles, c'est la difficulté de prouver l'existence de discrimination. C'est notamment un problème que l'on rencontre dans le cadre de recours en justice, notamment en droit pénal. En effet, pour prouver et faire condamner une personne pour discrimination, il ne suffit pas de dire « je n'ai pas eu cet emploi, cette promotion ou ce logement, et je pense que c'est parce que je suis une femme, musulman ou homosexuel par exemple », mais il faut pouvoir dire objectivement « je suis dans une situation similaire, voire une meilleure situation que là où les personnes qui ont eu cet emploi, cette promotion, ce logement, et donc j'étais tout autant, voire plus légitime pour l'avoir, et si je ne l'ai pas eu, c'est donc qu'un autre facteur est intervenu, et sûrement mon appartenance à telle ou telle catégorie. » Mais il faut aussi prouver qu'il y a eu une volonté de discrimination. En gros, il faudrait retrouver un document où l'entreprise, le propriétaire vont dire clairement « on ne veut pas de personnes noires, on ne veut pas de musulmans, etc. etc. » Et ça, évidemment, ça va être difficile de trouver, notamment parce que les entreprises, les propriétaires vont éviter de laisser une trace, même s'il y a volonté de discrimination assez claire. Heureusement, il existe des solutions, des moyens pour essayer de contourner ce problème. Tout d'abord, on peut évoquer justement le rôle de la défenseur des droits qui peut mener des enquêtes pour essayer du coup d'accompagner les victimes et de retrouver des documents pour prouver l'existence de discrimination. Mais on peut surtout évoquer les procès en civil, qui sont donc différents des procès en droit pénal. En droit pénal, le but c'est de faire directement condamner une personne. En droit civil, c'est d'obtenir une réparation. Je vous invite en gros à voir rapidement la distinction qui est liée aussi à la distinction entre solidarité organique et mécanique, donc dans le chapitre de première sur les liens sociaux, avec du coup le lien qui sera sûrement en barre d'infos. Mais en l'occurrence, en droit civil, vous avez moins d'exigences envers les victimes, notamment la charge de la preuve va être inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que la personne qui est accusée de discrimination est présumée innocente et donc il faut prouver le contraire, on va en gros la présumer coupable et c'est à elle de prouver qu'elle est innocente et qu'elle n'a pas exercé de discrimination, qu'elle soit d'ailleurs volontaire ou non. Parce qu'en civil, on peut avoir des discriminations qui sont involontaires. Donc en gros, ce sera par exemple à votre entreprise de fournir tous les documents pour prouver que si vous n'avez pas eu une promotion, une augmentation de salaire comme certaines de vos collègues, ce n'est pas parce que vous êtes une femme, vous êtes musulman ou vous êtes homosexuel, mais parce que objectivement, vous méritez moins cette promotion, cette augmentation de salaire que vos collègues. Naturellement, c'est difficile de prouver l'existence de discrimination à un niveau individuel. Il va être difficile ensuite de les mesurer à un niveau collectif. En effet, pour mesurer la discrimination, il ne suffit pas de produire des statistiques et de mettre en avant des inégalités entre différents groupes sociaux. On peut dire par exemple, le revenu salarial moyen des hommes est plus élevé que le revenu salarial moyen des femmes, alors qu'il ne devrait pas l'être. Il faut aussi justement essayer de dire que cela est dû à la discrimination. Or, si on reste sur cet exemple des inégalités de revenu salarial entre les femmes et les hommes, ce qu'on observe, c'est que pour une bonne partie, ces inégalités de salaire sont dues au fait que les femmes sont plus souvent à temps partiel. Qui dit temps partiel dit salaire partiel, donc finalement c'est objectivement mérité qu'elles aient un salaire plus faible. Vous avez ensuite le fait que les femmes sont plus souvent
à des postes moins hauts dans la hiérarchie d'entreprise, des postes moins qualifiés, dans des secteurs ou des entreprises moins rémunérateurs ou rémunératrices. Puis du coup, objectivement, voilà, c'est normal qu'elles aient des salaires qui soient plus faibles. Ça peut sembler injuste qu'elles se retrouvent plus souvent dans cette catégorie où les salaires sont plus faibles, mais c'est objectivement valable, et en tout cas, ce n'est pas une discrimination. Et évidemment, après, il reste la part qu'on ne peut pas expliquer avec des facteurs objectifs, qui pendant longtemps a été estimé à 10% d'écart de salaire, qui aujourd'hui, avec justement des indicateurs plus précis, a été réduit plutôt aux alentours de 5%. Mais même ça, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il y a discrimination. La preuve, le fait qu'on soit passé de 10% d'écart de salaire qui serait dû à des discriminations, en tout cas qui seraient inexpliquées, à 5%, simplement parce qu'on a eu de meilleurs indicateurs plus précis qui nous ont permis de voir des critères justement qu'on n'avait pas pris en compte jusque-là, montre bien que, en réalité, c'est pas parce que vous ne pouvez pas l'expliquer que c'est de la discrimination. C'est peut-être simplement parce que vous ne pouvez pas l'expliquer avec les critères que vous avez, et qu'en prenant d'autres critères objectifs, vous pourriez l'expliquer. Donc voilà, cette part, en tout cas, des inégalités inexpliquées, c'est une approximation pour mesurer la discrimination, mais c'est pas vraiment une mesure fiable et objective. Même type d'approximation, vous pouvez faire des enquêtes sur le ressenti des discriminations et dire, interroger le nombre de personnes qui se sentent victimes de discrimination. Mais à nouveau, se sentir victime de discrimination et être objectivement victime de discrimination, c'est quand même différent. Du coup, il reste quand même une troisième possibilité pour mesurer la discrimination, faire ce qu'on appelle des enquêtes de testing, qui peuvent d'ailleurs aussi être utilisées pour essayer de prouver l'existence d'une discrimination à un niveau individuel. En gros, il s'agit d'enquêtes où on va envoyer par exemple plusieurs CV assez similaires, mais on va changer juste un critère sur lequel on veut tester l'existence de discrimination. On va par exemple changer la consonance ethno-raciale du nom et du prénom, on va changer l'adresse pour mettre dans des quartiers qui sont considérés comme en difficulté, on va changer le genre, etc. Et on va voir quels sont les dossiers, les CV qui reçoivent le plus de réponses, et notamment le plus de réponses positives. Et si du coup des CV similaires qui sont différents seulement sur un détail, il y en a un qui reçoit moins de réponses, et a fortiori de réponses positives, ça veut bien dire que finalement, on a simplement ce petit détail à jouer un rôle dans l'existence de discrimination. Et c'est à cause de ce détail, parce que le prénom est différent par exemple, et que vous appelez Mohamed au lieu de Jean-Michel, que vous n'avez pas même été retenu, qu'on ne vous a pas considéré, qu'on ne vous a pas envoyé de réponse pour éventuellement faire un entretien d'embauche et voir si on pouvait vous embaucher. Après la lutte contre les discriminations, un autre type de politique de justice sociale, les politiques de discrimination positive. Alors, les politiques de discrimination positive font souvent l'objet de débats et ne sont pas toujours bien définies. Je vais d'ailleurs justement rendre compte de ces débats. Mais en tout cas, si je dois définir rapidement en quoi est-ce que consiste une politique de discrimination positive, qu'est-ce qu'on entend par politique de discrimination positive, voici ce que je dirais. Une politique de discrimination positive consiste à accorder des avantages particuliers à des catégories qui sont considérées comme particulièrement défavorisées. Je répète, une politique de discrimination positive consiste à donner des avantages particuliers à des catégories qui sont considérées comme particulièrement défavorisées. En gros, si on veut reformuler cette définition, il s'agit de donner plus à ceux qui ont moins, notamment afin de donner à tout le monde les mêmes chances de réussir. Il ne s'agit pas juste de réduire les inégalités de situation, mais plutôt d'essayer d'assurer l'égalité des chances, de considérer que parce que certaines catégories de la population ont moins de ressources, qu'elles soient d'ailleurs, que ces ressources soient matérielles, culturelles ou autres, elles ont moins de chances de réussir dans la société et qu'on veut du coup compenser ces inégalités de ressources pour faire en sorte qu'elles aient les mêmes chances que les autres de réussir. On peut comprendre assez facilement pourquoi est-ce qu'on parle de discrimination positive. Comme le dit la définition, ce type de politique consiste à donner des avantages particuliers à certaines catégories de la population. Donc, clairement, il y a une espèce de discrimination. On donne des avantages à cette catégorie et pas aux autres. Néanmoins, puisque le but de cette discrimination n'est pas de pénaliser une certaine catégorie, mais au contraire d'aider certaines catégories, on va parler de discrimination positive. Néanmoins, le terme fait débat.
Il s'agit, historiquement, si on regarde comment est apparu ce terme, d'une traduction française, et une traduction qui est en l'occurrence contestée, de l'anglais de l'affirmative action, qui sont des politiques qui ont été mises en place aux États-Unis, notamment à partir des années 1960. Et vous remarquez d'ailleurs justement que en anglais, on ne parle pas de discrimination, on parle juste d'action positive. Ça serait une traduction qui serait plus littérale et qui est d'ailleurs défendue par de nombreuses personnes. Parce que le terme discrimination a tendance plutôt à stigmatiser ce type de politique, à les décrédibiliser et à faciliter la critique en disant c'est une discrimination, même si on dit qu'elle est positive, ça reste une discrimination et on ne peut pas avoir de discrimination dans notre société. C'est donc surtout un argument qu'on va retrouver en France, puisque le terme discrimination positive est français, qu'on ne retrouve pas en anglais par exemple, et qu'on va dire nous, en France, on ne veut pas de politique de discrimination positive, ce sont des politiques typiquement américaines, ce sont des politiques qui sont importées des États-Unis, et on ne veut pas ça en France, ça ne colle pas avec notre modèle de société. Oui, là, on va du coup opposer de façon caricaturale, et j'insiste sur le côté caricatural, une société qui serait dite multiculturelle, multiculturaliste aux États-Unis et de façon plus générale dans les pays anglo-saxons, et une société qui est considérée comme universelle et éventuellement assimilationniste en France, où en gros, dans les pays anglo-saxons, on reconnaîtrait plus l'appartenance à différentes catégories, mais qui coexistent et qui cohabitent ensemble. Et en France, on essaierait de gommer les appartenances à ces différentes catégories sociales pour dire nous sommes tous françaises, français, et tout le reste ne compte pas. De fait, quand on regarde concrètement les politiques mises en place, on remarque que certes, aux États-Unis, à partir des années 1960, vous avez donc des lois sur l'affirmative action pour mieux former les personnes racisées et faire en sorte donc qu'elles aient les mêmes chances d'insertion professionnelle que les personnes qui appartiennent à la population majoritaire, voire la population blanche. Que dans les années 1970, vous avez certaines universités qui vont adopter des quotas pour justement favoriser la scolarité des personnes racisées, mais qu'en 1978, la Cour suprême rend l'arrêt Beck, j'imagine, je ne suis pas sûr exactement de la prononciation, qui autorise le fait que l'appartenance ethno-raciale soit un critère de sélection, qu'on prenne en compte parmi tous les critères, mais qui interdit l'existence de quotas en tant que tel. Donc, depuis cet arrêt de la Cour suprême, les universités ne peuvent pas dire il nous faut 20% de personnes noires, 20% de personnes hispaniques, etc. Mais elles peuvent prendre en compte l'appartenance ethno-raciale comme un critère de sélection et dire, bon, entre deux dossiers qui sont similaires, on va essayer de favoriser le dossier d'une personne racisée, par exemple d'une personne noire, parce que finalement, du fait de son appartenance ethno-raciale, elle est plus désavantagée, donc là on va essayer de compenser ce désavantage, voire même de dire le dossier de cette personne racisée est un peu plus faible que celui d'une personne blanche, mais on va l'accepter quand même, parce que finalement on va essayer de lui donner un avantage de compenser les inégalités dont elle a souffert. Et à l'inverse, en France, vous avez l'article de la Constitution française, l'article 1, qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. » Et c'est notamment ce passage où on dit qu'elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction, qui permet de dire qu'il ne peut pas y avoir en France de politique de discrimination, même de discrimination positive. Du fait de l'article 1 de la Constitution française, vous ne retrouverez pas en France des politiques qui s'affirment explicitement, clairement, comme des politiques de discrimination positive. Cependant, quand on regarde dans le détail, on peut retrouver de fait des politiques de discrimination positive, notamment dans le domaine de l'éducation. Et ces politiques se retrouvent dès 1981 avec la création des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, qui sont devenues depuis, en l'occurrence depuis 2014, les réseaux d'éducation prioritaire, avec donc des établissements classés REP ou REP+. Dans la même logique, mais plutôt pour l'enseignement supérieur, vous avez les internats d'excellence, les prépas talents, etc. En gros, il s'agit de mettre plus de ressources dans des territoires qui sont considérés comme défavorisés. C'est notamment vrai pour les réseaux d'éducation prioritaire. En gros, on va considérer que dans telle ou telle zone, dans tel ou tel quartier, on a un taux de chômage plus fort, un niveau d'éducation plus faible, un revenu moyen plus faible, et que du coup, tout cela joue
sur les chances de réussite scolaire et que pour compenser du coup cette inégalité des chances, on va mettre plus de moyens pour permettre aux personnes qui vivent dans ces zones, dans ces quartiers, d'avoir les mêmes chances que les autres de réussir scolairement et socialement. Du fait que ces politiques sont fondées plutôt sur les caractéristiques du territoire plutôt que sur les caractéristiques des personnes, on va considérer en France que c'est plus acceptable, plus légitime, parce que justement, ce n'est pas vos caractéristiques à vous qui comptent, mais votre territoire. C'est néanmoins moins vrai pour les internats d'excellence et les prépas talents, qui elles sont quand même plus fondées sur les caractéristiques socio-économiques et notamment l'origine sociale des personnes qui souhaitent entrer dans ces internats d'excellence et prépas talents. Mais à nouveau, c'est considéré en France comme plus légitime, plus acceptable, parce que du coup, on va regarder un critère qui est considéré comme objectif, la catégorie socio-professionnelle, et on ne va pas prendre en compte l'appartenance ethno-raciale, la religion, etc. Donc on met du coup à l'écart l'image de la discrimination positive telle qu'on l'a aux États-Unis, avec justement plutôt ciblé sur, entre autres, mais pas seulement la catégorie ethno-raciale. Et aussi, ces politiques consistent juste à donner plus de ressources pour compenser les inégalités des chances. Elles ne consistent pas à mettre en place des quotas, donc on considère que ça va. Alors après, on peut citer, dans la même logique, les conventions éducation prioritaire qui ont été mises en place par Sciences Po entre 2001 et 2021, où il s'agissait cette fois-ci de mettre une voie d'accès spécifique pour du coup des élèves issus d'établissements d'éducation prioritaire, de lycées ZEP ou REP, et de faire que, au lieu de passer le même concours que les autres, ces personnes allaient passer une épreuve différente qui, du coup, devait leur permettre de ne pas, du coup, être évaluées sur les mêmes critères parce qu'elles n'avaient pas les mêmes ressources. En gros, c'est ça la logique. On n'a pas les mêmes ressources. Si on les évalue sur les mêmes critères que les autres, finalement, on va les défavoriser, on va les pénaliser. Donc, on va faire une voie d'accès spécifique et compter sur le fait que, ensuite, à Sciences Po, vu qu'elles suivront la même scolarité que les autres, elles pourront compenser du fait de la scolarité, du fait de ce mélange social, les inégalités qui s'exerçaient entre elles auparavant. À noter cependant que c'est un dispositif qu'on a retrouvé qu'à Sciences Po et qui a été assez contesté parce que là on disait vous mettez une voie d'accès plus facile, on commence à s'apparenter à une politique de quota et ça, du coup en France c'était difficile à accepter. Donc là vous pourriez me dire ok, il existe en effet des politiques de discrimination positive en France, mais au moins il n'y a pas de politique de quota. Parce que ça, les politiques de quota, c'est vraiment ce dont on ne veut pas. Alors déjà, on ne veut pas parce que ce serait des politiques qui existent aux États-Unis, alors qu'on l'a vu, en fait, il n'y a pas de politique de quota puisque la REPEC interdit ces quotas, en tout cas dans les universités. Mais en fait, en France, pas de peau. Il existe des quotas, notamment dans l'enseignement supérieur, depuis 2018. Notamment des quotas qui ont été introduits dans Parcoursup. En gros, dans certaines formations, vous avez des quotas pour les personnes qui ont des bourses. Donc, vous devez avoir, si je ne me trompe pas, aux alentours de au moins 30% de boursiers ou de boursières dans chaque formation. Et vous avez aussi des quotas pour les personnes qui ont un bac professionnel en BTS et les personnes qui ont un bac technologique en IUT. En gros, il s'agit de dire que dans un BTS, il y a tant de places qui doivent être réservées à des personnes qui ont un bac professionnel. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que si vous regardez les propos de Jean-Michel Blanquer, il va clairement vous dire de façon très explicite et très ferme « Je suis totalement opposé à l'idée de quotas dans l'éducation ». Pourtant, c'est lui-même qui a mis en place une réforme qui introduit ces quotas dans l'enseignement supérieur. Mais de façon discrète, de façon à ne pas provoquer de débat, de façon à ce que ça passe de façon totalement inaperçue, et on n'en discute pas. Mais de fait, il existe des quotas dans l'enseignement supérieur, même si le gouvernement affirme son opposition à ce type de politique. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces politiques de quotas en France ne sont pas tellement récentes. Dans l'enseignement supérieur, elles existent certes que depuis 2018, même s'il y avait des expérimentations auparavant. Mais en fait, on peut retrouver des politiques de quotas en France depuis 1999. Et ces quotas concernent notamment les femmes. Donc, en 1999 et 2000, vous avez les lois de la parité qui sont mises en place et qui disent que lors des élections, il doit y avoir autant de candidates que de candidats, autant de femmes que d'hommes,
avec différentes modalités, avec des sanctions qui ont été progressivement alourdies, mais voilà, on a du coup, depuis 1999, des quotas en France. Alors il a fallu faire un petit exercice de représentation, un petit exercice philosophique pour dire oui, on est universaliste, on est assimilationniste, mais on a quand même des quotas parce que les discriminations entre les femmes et les hommes, c'est quand même bien particulier. Mais bon, de fait, vous avez des politiques de quotas en France, quoi que vous en dites. Et ces politiques de quotas ne s'exercent pas qu'en politique, parce qu'on les retrouve aussi aujourd'hui dans les conseils d'administration des entreprises, avec la loi Copé-Zimmermann de 2011. Et à nouveau, une loi qui a été votée par un gouvernement de droite. Donc c'est très intéressant de voir ces contradictions entre des gouvernements, notamment à droite, qui s'affirment totalement opposés aux politiques de discrimination positive, plus précisément aux politiques de quotas, mais qui dans les faits mettent en place ce type de politique. Ce type de quotas se retrouve aussi parmi les cadres de la fonction publique, depuis la loi Savaudet de 2012, parmi les instances dirigeantes de l'enseignement supérieur depuis 2013, et devrait être élargi dans les entreprises, notamment dans les fonctions dirigeantes des entreprises. Conclusion. Malgré l'opposition répétée et très ferme des responsables politiques de gauche comme de droite, voire même du centre, à l'introduction de quotas en France et plus largement à des politiques de discrimination positive, ces politiques existent en France. On vient donc de voir dans cette vidéo les politiques de lutte contre les discriminations qui s'inscrivent dans une perspective d'amélioration de l'égalité des droits et les politiques de discrimination positive qui s'inscrivent dans une perspective d'amélioration de l'égalité des chances. Ça fait déjà pas mal, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, mais on va continuer ensuite avec une autre vidéo qui va se concentrer sur toutes les politiques de redistribution et de réduction des inégalités de situation. Mais ça, vous l'aurez compris, c'est pour la prochaine fois. Au revoir.